Roselyne Febvre, on voit des candidats à la présidentielle tenter leur chance, soit qu'ils étaient déjà députés et qu'ils souhaitent se faire élire, soit dans le cas de François Hollande, par exemple, qu'il retourne à l'Assemblée nationale. Alors, il y a un précédent, Valéry Giscard d'Estaing, mais ça montre l'enjeu de ces élections législatives aujourd'hui. Oui, où dans le fond, chacun se met dans la position du sauveur. Alors, il a été beaucoup critiqué, François Hollande, pour cette décision. Certains n'ont pas compris comment il pouvait s'allier avec, dans le fond, les anciens frondeurs et ceux qui l'avaient empêché de se représenter. Voilà, il s'est expliqué. Il a dit que c'était le sort de la France qui, dans le fond, était plus important que sa chère personne. C'est une façon de donner son corps à la science si on l'écoute. En tout cas, voilà, il y a un président qui pourrait effectivement soit retrouver les bancs de l'Assemblée nationale, soit dans le cas d'une recomposition, est-ce qu'Emmanuel Macron, si jamais d'autres partis du Rassemblement national n'avaient pas non plus la majorité, est-ce que dans ce cas-là, il y aurait une possibilité de s'allier avec une personnalité comme François Hollande, qui serait le... Ce serait assez cocasse par rapport à 2017 et à avoir une majorité. Mais bon, je pense que c'est un scénario qui n'est pas tout à fait possible. Jean Garrigue, on voit la composition de ces blocs, puisqu'on se retrouve avec 3 blocs, a priori, aujourd'hui. Cette recomposition, Édouard Philippe disait la poutre bouge encore, elle n'est pas achevée totalement. Mais non, moi, c'est ce qui me frappe dans ces élections, c'est que ce sont précisément les élections de la recomposition. On a vu ce qui s'est passé avec Éric Ciotti, c'est-à-dire, comme vous le dites, que la poutre travaille, et sans doute va-t-elle travailler entre les 2 tours, et peut-être au 3e tour, c'est-à-dire que on peut parier qu'une grande partie des LR vont à un moment se poser la question de savoir avec qui ils vont pouvoir s'allier. Parce que sinon, c'est non pas une disparition, mais enfin un émiettement quand même très fort qui s'annonce. De la même manière pour la majorité présidentielle. Ça veut dire que pour vous, les LR ne peuvent pas faire cavalier seul très longtemps ? Il me semble que leur destin la logique politique, c'est à un moment donné d'aller vers autre chose. Et cette autre chose est en pleine recomposition. C'est ce qu'on appelle la Macronie. Puisqu'au fond, en dissolvant l'Assemblée, Emmanuel Macron, en quelque sorte, il a dissous la Macronie. On voit bien les réactions des grands leaders, que ce soit François Bayrou, Édouard Philippe, très mécontents de ce qui s'est passé, ce qui veut dire qu'on prépare déjà l'après-Macron, en tout cas la recomposition de la Macronie. Et à gauche, c'est la même chose, parce qu'on peut aussi interpréter, et c'est à peu près ce que disait Roselyne, mais on pourrait l'interpréter aussi, le retour de François Hollande, comme quelque chose qui se situerait dans la continuité de ce qui s'est passé aux élections européennes, c'est-à-dire une inversion du rapport de force au sein du nouveau Front populaire, enfin ex-NUPES, et la volonté de François Hollande, de l'intérieur de l'Assemblée nationale, d'essayer de reconstruire ce pôle d'une gauche social-démocrate, de gouvernement, on peut l'appeler comme on veut, qui pourrait faire pièce... Pour autant, on a bien vu que l'influence de Raphaël Glucksmann avait été moindre sur cette élection législative, en termes de circonscription, en termes de poids politique. Ouais. C'est une certitude, d'autant plus que le leader, Jean-Luc Mélenchon, reste la figure emblématique de la gauche telle qu'elle existe aujourd'hui. Emblématique et problématique. Et problématique, on le voit aussi. Mais moi, il me semble bien que ça soit, vous voyez, à droite ou le Rassemblement national est en passe de devenir ce qu'était le RPF du général de Gaulle, le métro à 6h du soir. À 18h. Le métro à 18h. Où, au centre, la Macronie est en train d'exploser. Qui va récupérer les décombres de la Macronie? Comment vont s'arranger les alliances au centre de l'échiquier politique? Et puis à gauche, est-ce que précisément ce nouveau Front populaire n'est pas qu'une alliance électorale qui, ne l'oublions pas, inclut le NPA par exemple, c'est-à-dire un nouveau parti anticapitaliste qui n'a rien à voir avec François Hollande. Donc ça veut dire que dans tout ce qui est en train de se passer, il y a tous les germes d'une recomposition. Anne-Charlène Bézina, le président de la République a justifié sa décision de dissoudre par une volonté de clarification du champ politique. Or, en écoutant Jean Garrigue, on sent qu'on est davantage en pleine recomposition qui ne s'achèvera pas forcément d'ailleurs à l'issue de ces élections.
Non, moi je crois que c'est important de dire que cette clarification, elle a été élective, pour le moment électoraliste, sans mauvais qualificatif. C'est-à-dire qu'on veut remporter des sièges, on s'organise en urgence pour présenter des candidats dans les circonscriptions. Mais la question de savoir si ces alliances-là survivent la vie parlementaire, c'est évidemment quelque chose de totalement différent. Il y a un enjeu d'ailleurs qui est celui de cette participation très forte ce soir. C'est que, étant donné que notre mode de scrutin organise la possibilité pour une liste, pour un candidat, de se maintenir au second tour uniquement s'il a eu 12,5% des inscrits. Et bien, dès lors que vous avez une plus forte participation, et avec la participation de ce soir, on est presque à seulement 18% des voix à obtenir, ce qui signifie qu'on va avoir peut-être des triangulaires, mais des quadrangulaires aussi. Et ça repousse en fait ce moment du jeu politique, c'est-à-dire qu'on aura des résultats ce soir, évidemment, mais politiquement, il y aura de lourds enjeux à savoir comment on va s'organiser entre lundi et mardi, et ça présagera la vie parlementaire, parce que ceux qui se seront désister en faveur de certains ou qui auront fait alliance avec d'autres, eh bien, auront à se justifier auprès de leur électorat et de leur opposition dans l'Assemblée nationale. Ça annonce, vous pensez, pour lundi, des discussions enfiévrées au sein des états-majors? Ou même ce soir. Un entre-deux tours. Explosif. Et moi, je pense un après-deuxième tour aussi, parce que si on est en présence de 3 blocs et d'une majorité relative, alors c'est là aussi que les négociations vont continuer de plus belle. Forcément quelque chose de nouveau qui va sortir de tout ça. Roselyne, quels sont les scénarios qui sont possibles à l'issue de cette élection? Soit la majorité absolue pour un des blocs, suivez mon regard, soit un centre qui remonte, qui fait une petite remontada, mais là je me base sur les sondages, et effectivement un bloc de gauche qui reste assez musclé. Les scénarios, c'est difficile de les faire, mais il y a quelque chose qui courait cette dernière semaine, c'était un fameux gouvernement technique si, dans le fond, personne n'avait la majorité absolue. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron dit aux uns et aux autres, vous voulez être Premier ministre, dans les fameux blocs arrivés un peu en tête, mais sans majorité absolue. Là, il forme un gouvernement technique avec un Premier ministre un peu peut-être pot de fleurs, et puis des ministres techniques, comme son nom l'indique, et dans le fond, pas de loi qui seront votées. Donc, un gouvernement et peut-être technique. une dissolution à nouveau dans un an. Dans un an. Voilà. Donc c'est un peu. C'est pas un gouvernement d'union nationale, un gouvernement technique. Non, a priori non, mais ça pourrait l'être, pourquoi pas. Ça peut être une option. Mais en fait, ce qui est fou en quelque sorte, c'est que tous les scénarios sont possibles. Qui aurait imaginé il y a quelques semaines que nous aurions une dissolution? On était à peu près tous estomaqués le soir des européennes à 21h quand on a appris qu'Emmanuel Macron parlait. On s'est dit, et l'ensemble des députés également. Il va en tirer les conclusions. Mais de là à faire une dissolution, c'était inimaginable. Donc effectivement, tous les scénarios sont possibles sur la table. Mais enfin, si on regarde quand même les sondages, si on suit les sondages qui ne varient pas depuis des semaines et des semaines, eh bien, voilà, il y a une possibilité qu'un bloc ait la majorité absolue. Pierre Latry, on évoquait beaucoup le glissement à droite de l'électorat. On l'a observé d'ailleurs à l'occasion de ces élections européennes avec une gauche dans son étiage le plus bas. Et pourtant, aujourd'hui, on évoque un nouveau front populaire qui serait en capacité d'être la principale force d'opposition, voire même d'empêcher le Rassemblement national demain d'obtenir la majorité absolue. Oui, sans doute que le nouveau Front populaire et la NUPES il y a 2 ans sont la conséquence du faible score de la gauche à l'élection. C'est-à-dire que les partis de gauche savent que pour espérer avoir un nombre suffisant de députés, voire pour espérer avoir une majorité, il faut qu'ils s'unissent, parce que s'ils partent en ordre dispersé, ça aurait provoqué vraiment une dissolution des voix, c'est peut-être pas le bon terme, mais effectivement une dispersion des voix de la gauche. Donc il y a ce besoin absolument pour la gauche d'être unie, ce qui explique le fait que malgré leurs divergences, malgré tous les conflits qu'on a vus, malgré une campagne des européennes qui a été marquée quand même par des disputes entre les partis de gauche assez virulentes, notamment entre Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti socialiste, et la France insoumise. Malgré ça, on a vu la gauche réussir à s'unir finalement assez vite parce qu'il y a urgence, et aussi parce que le réflexe antifasciste... Et les électeurs de gauche y ont cru, d'après les sondages. C'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'il y a un certain nombre d'électeurs, y compris de Raphaël Glucksmann, qui ont suivi cet attelage.
Oui, absolument. Parce que, encore une fois, dans l'histoire de la gauche française aussi, la lutte contre l'extrême droite est sans doute l'élément le plus cimentant de l'unité de la gauche en France. Donc ce n'est pas très surprenant au final que le nom n'a pas été choisi par hasard non plus. Ce n'est pas très surprenant qu'on ait finalement ce sentiment d'unité qui est très important, quand bien même il y a énormément de divisions. Voilà. Alors on parle de ciment là, avec l'union de la gauche. On a vu la NUP qui a finalement fini par exploser moins de 2 ans après sa construction. Combien vous lui donnez de temps à ce nouveau Front populaire, Jean Garrigue ? Je ne suis pas prophète et je ne veux pas leur porter malchance, mais a priori, cette alliance apparaît contre nature. Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, on a l'impression que sur un certain nombre d'items, mais très importants, que ce soit la politique énergétique, la politique fiscale, etc., il y a d'énormes différences. Des antagonismes très forts. Hein. Des antagonismes très forts. Le rapport à l'Europe, le rapport à la guerre en Ukraine, le rapport à Gaza, et tout ce qu'on a vu sur l'antisémitisme, la laïcité. Donc ça paraît quand même quelque chose de très artificiel. Si vous comparez à l'exemple, au référent, le Front populaire 1936, il a mis 2 ans à se construire. C'est parti du 6 février 1934 et on arrive à des élections en mai 1936. Donc il y avait un socle beaucoup plus solide. La gauche plurielle, de la même manière, ils avaient réussi à faire quelque chose qui était très solide. Et je rappelle que la gauche plurielle, c'était quand même au premier tour 43%. Là, les sondages nous prédisent quand même beaucoup moins, a priori, pour ce nouveau Front populaire. Et si vous mettez ensemble, comme c'est probable, dans une même coalition, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, je rappelle qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait traité François Hollande de capitaine de pédalo. Vous avez quand même une alliance qui apparaît comme pour le moins fragile. Maintenant, comme vous le dites, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux yeux des militants, la mythologie du Front populaire, du barrage à l'extrême droite, a permis de passer outre ces différences. Est-ce qu'ils arriveront à cultiver justement cette mythologie, à faire durer cette alliance? Bon, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qui va advenir. Et ça dépendra beaucoup d'ailleurs des résultats, et notamment du rapport des forces au sein de ce nouveau Mais est-ce que ça peut modifier l'hégémonie des Insoumis qu'on connaît aujourd'hui depuis 2 ans au Parlement? A priori, si on regarde la distribution potentielle des candidatures, la France insoumise garde la mainmise. Donc, a priori, si les résultats sont conformes aux ambitions, on aura toujours une suprématie de la France insoumise. Mais vous n'ignorez pas que la France insoumise elle-même, elle est en plein doute, en plein désarroi vis-à-vis de son leader. Et donc, est-ce qu'un François Ruffin, par exemple, ne serait pas capable, lui, de reconstituer justement cette alliance de la gauche? Voilà, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et évidemment, la pression sera sans doute, Anne-Charlène Bézina, ce soir sur le parti présidentiel, s'il s'avère qu'il arrive en 3e force, pour permettre ou non un front républicain face au Rassemblement national. En effet, parce qu'il faut se poser une question ce soir à l'étude des résultats. Ça ne sera pas uniquement la question de la majorité. On a parlé de la majorité absolue, de la majorité relative. Mais pour qu'on en arrive au gouvernement technique ou à toutes les hypothèses qu'on a parfois mises sur la table, il faut se poser la question de l'opposition. Et ça, c'est quelque chose qui imprime un petit peu moins dans l'opinion. Mais la majorité, c'est une chose. Savoir si la majorité actuelle, le bloc centriste, comme on aime en parler, le bloc du centre, eh bien, perd l'opposition, c'est quelque chose d'historique qui se nouera ce soir. Parce que si vraiment on a le bloc de gauche qui est plus important que ce bloc central, eh bien, cette opposition, elle aura un visage complètement différent. Et encore faut-il, pour en arriver à l'hypothèse d'un gouvernement technique ou d'unité nationale, ou savoir en fait quelle sera la gouvernance de demain si elle n'est pas d'une majorité absolue, eh bien encore faudra-t-il savoir si ce bloc de gauche est composite ou est unitaire. C'est ça qui permettra ou non la composition d'un gouvernement de pluralité. Il faudra arriver d'abord à faire exploser ce bloc de gauche, ensuite à affaiblir le bloc central au point qu'il perde complètement l'opposition, avant de pouvoir imaginer qu'une majorité relative change le visage du gouvernement. Donc, tous les scénarios sont certes possibles, mais il faut quand même avoir en tête que la manière dont l'opposition va se structurer, ça sera très important pour savoir quel sera le gouvernement de demain.